Bonjour à tous. Dans le cadre de la refondation sociale de la France, après avoir vu qu'il faut en finir avec le mensonge du système d'argent-dette qui contraint le budget des États, des collectivités territoriales, de la Sécu, de l'UNEDIC, et donc qu'il faut répudier ce système et mettre en place un système de monnaie libre, on va voir aujourd'hui qu'il faut également dégager le parasite ultralibéral, UE notamment. C'est une absolue nécessité d'assistance à peuple européen en danger. Dégager le parasite UE, le parasite ultralibéral, la ultralibérale Europe. Pourquoi donc? Parce que les traités européens, c'est par nature une idéologie ultra-libertarée. Il faut donc en finir avec ces traités européens. Il faut les répudier car la construction européenne n'a été créée que pour être l'instrument de la mondialisation de l'économie de marché capitaliste ultralibérale. Son ADN, c'est l'ultralibéralisme marqué au fer rouge dans le traité de Rome, à l'article 3C, l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Et pour cela, le traité de Lisbonne commence sa troisième partie consacrée aux politiques et actions internes de l'Union européenne par un titre consacré au marché intérieur, articles 26 et 27 du TFUE. Il rappelle l'objectif d'un espace sans frontières intérieures, s'il vous plaît, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée en détruisant toutes les protections des États. Chacune des 4 libertés de circulation fait ensuite l'objet d'un titre 2 sur la libre circulation des marchandises, articles 28 à 37, titre 4 sur celle des personnes, articles 45 à 54, et des services, 56 à 62, des capitaux, 63 à 66. Libéraliser, c'est-à-dire abolir toute protection économique et sociale pour favoriser le commerce sauvage, fait partie de la nature même de l'ultralibéral Europe. Le principe est clair, l'UE veut un grand poulailler conçu comme un espace de liberté pour les renards de tout poil. Alors il y a des couillons de la Lune qui vont vous dire oui mais l'Union Européenne met en place une politique de la concurrence, article 101 à 109, elle régule la concurrence pour éviter la concurrence sauvage entre le renard et les poules. Donc ce que vous dites ça tient pas la route. Oui mais non. Alors on va voir, est-ce qu'elle contrôle le renard? Est-ce qu'elle protège les poules? La réponse, manque de chance, sa politique de concurrence est hypocrite. Pourquoi? Parce que vis-à-vis du renard, c'est une liberté de principe, la libre circulation des capitaux, article 63 du TFUE, toutes les restrictions au mouvement de capitaux et au paiement entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Toutes les restrictions sont interdites, on supprime le contrôle des renards et du coup on encourage, on force les délocalisations. Un contrôle ensuite très souple, elle interdit les ententes, article 101 du TFUE, mais pose des dérogations dont les règles sont continuellement assouplies, règlement de 99 ou de 2002, vidant le principe de sa substance. Elle interdit également, non pas les positions dominantes, plus de 50% des parts, mais les seuls abus de position dominante sur un marché, article 102 du TFUE, pourquoi pas d'ailleurs, qui seront examinés par la Commission européenne, indépendante des États, mais non des lobbies. Donc ces tentacules de pieuvres multinationales qui ont pignon sur rue à Bruxelles et dont les pots de vin ne s'appellent pas pots de vin, mais cadeaux. Ensuite, elle ne condamne pas les concentrations en amont, mais en aval en ayant allégé les procédures de notification et d'enquête. Et vis-à-vis des poules, la protection, elle, est carrément interdite. Elle pose, il faut le savoir, le principe général de l'interdiction des aides d'État aux entreprises nationales, articles 107 à 109, avec quelques exceptions pour les secteurs sinistrés, si la Commission bien sûr accepte, puisque l'État doit aller quémander l'autorisation. Ensuite, elle pose le principe général de l'interdiction des services publics, rien que ça, par l'article 106 du TFUE. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités ultralibéraux qui visent à casser tout monopole public. Voilà pourquoi les secteurs des transports, des télécommunications ou de l'énergie, secteurs traditionnels s'il en est dans lesquels l'État et donc le citoyen et ses ascendants a bien entendu est lourdement investi,
puisque ces secteurs sont des secteurs totalement stratégiques pour la nation. Ils sont donc passés sous la coupe ultralibérale, ils sont passés à la casserole. On nous rabâche que l'État ne produit que dépenses excessives, dirigisme, manque d'adaptation, etc. Il gère mal, il est nul. Oui, mais la racaille qui est aux manettes, comme on l'a vu, fait tout pour mal gérer, incurie organisée et jamais de remise en cause du système d'argent-dette. Donc ça sert à justifier l'ultralibéralisme, c'est tout. La privatisation de tous les bijoux de famille depuis 86. Comment donc l'ouverture de l'eau, du gaz, de l'électricité, des autoroutes, des aéroports, des chemins de fer, de la poste etc. au marché financier, à des conglomérats financiers qui ne sont là que pour racheter des proies juteuses, pour spéculer, les revendre en pièces détachées pour augmenter leurs profits, à la place d'investir lourdement dedans, en quoi est-ce que c'est bénéfique pour nous? Outre que privatiser ne rapporte rien, comme j'ai déjà démontré dans la vidéo sur le pognon de dingue, ce n'est pas en ouvrant les marchés à une frénétique concurrence de la finance apatride que la qualité et l'efficacité du service sera meilleure et que les coûts de service vont baisser. Les dividendes de 15% promis aux actionnaires sont la seule priorité de ces sociétés. Et c'est le rôle de l'État, et de l'État seulement, en tant qu'organisation collective, que d'investir et de gérer ces entreprises stratégiques pour le compte des citoyens. Ces secteurs sont monopolistiques par nature, l'État qui gère pour le compte des citoyens n'a pas le droit de s'en débarrasser. Est-ce que les gouvernants ont déjà lu l'alinéa 9 du préambule de 46 qui oblige à nationaliser ces entreprises? Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Et ils s'en foutent. Grâce au traité, l'exécutif, le Parlement, les juges, rien que ça, sont des traîtres. Les traités européens sont dans la Constitution, c'est eux qui les ont mis, tel un cheval de Troie qui permet l'invasion ultralibérale. Privatiser à tout prix pour payer la dette ou mieux gérer, c'est là leur seule vision, au couillon à la vue basse, inutile de dire que c'est un mensonge et qui ne sert que le retour en grâce de la féodalité aux seigneurs féodaux qui vous taxent pour passer sur leur route ou rentrer dans leur ville. Privatiser ne sert jamais l'intérêt général, il ne sert que la construction de l'empire apatride. L'histoire, à travers les siècles, ne change pas. La France est toujours reprise avec d'un côté la féodalité et de l'autre l'impérialisme. Et pour s'assurer que la logique ultralibérale pénètre bien profond les États, elle contrôle le pouvoir de décision budgétaire des États, cette Europe. D'abord, le six-pack en 2011, les budgets nationaux surveillés de près, puis en prime, la Commission peut exiger des États des corrections à leurs propres budgets nationaux. Le Parlement et le gouvernement ne peuvent pas faire des lois contre la volonté de la Commission. En démocratie, quand même, voter son budget, c'est capital. Le TSCG ensuite signé le 2 mars 2012 avec renforcement des contrôles sur les budgets nationaux. Alors par la règle d'or du serrage de ceinture collectif, ils nous ont fourré ça par un traité international pour éviter que les peuples d'Europe nous rejettent par référendum ce traité qu'il faudra aussi dénoncer. Le Tupac en 2013, encore plus de surveillance et de contrôle des budgets nationaux, avec des procédures supplémentaires de surveillance, davantage de suivi et d'évaluation de l'élaboration des budgets nationaux et des sanctions financières lourdes et automatiques, s'il vous plaît. Ensuite, elle allait goper cette Union européenne, et j'ai fait une vidéo dessus, assortie de sanctions, j'y reviens pas. Et ces GOPE, peut-être juste en résumé, permettent à la Commission européenne d'exiger la mise en place d'une politique ultralibérale axée sur les points suivants que je vais développer, qu'elle impose aux États. D'abord, réduire le déficit public, toujours la même chose, au nom de la dette publique. D'un côté, en baissant les charges de l'État, notamment les prestations sociales et les retraites, et de l'autre, en augmentant les recettes de l'État par plus et mieux d'impôts sournois et de privatisation rampante. Et ensuite, en deuxième point, il faut réduire, selon elle, les protections économiques et sociales de l'État pour favoriser la libre concurrence au nom de la liberté du marché. Au nom de la liberté des marchés, ça passe quand même beaucoup mieux que au nom de la liberté des renards. Tout ça en baissant le coût du travail d'un côté, donc notamment les salaires et les cotisations patronales que dans sa novlangue elle appelle charges,
ou de l'autre côté en cassant les barrières qui protègent les secteurs réglementés. Donc la politique ultralibérale avec logique marchande est intégrée dans l'État partout. Il faut donc partout faire sauter dans chaque branche des services publics ces parasites ultralibéraux, comme on va voir après. Au final, le système d'argent dette plus l'Union européenne ultralibérale, c'est l'effondrement total de l'économie en fin 2019, mais pour faire passer la pilule, comme j'ai déjà indiqué, Covid plus incurie organisée avec confinement et couvre-feu, etc., eh bien, on arrive à une situation catastrophique. Ensuite, faut dégager les traites, l'action des traîtres, exécutif, parlement et juge, rien que ça, destruction des leviers de la souveraineté, plus signature, ratification et intégration à la constitution des traités de trahison contre le peuple. Je vous renvoie donc à la vidéo sur Mitterrand et le coup d'État permanent. Ensuite, la logique des traites, c'est quoi? C'est endetter tous les domaines de la société pour s'obliger à aller sur les marchés, financiariser au maximum la société avec application de l'ultralibéralisme le plus acharné contre les peuples. Ensuite, et enfin, le châtiment des traîtres, ces élites anophèles, suceurs d'argent public qui, en nous pompant, nous inoculent également la malaria ultralibérale. J'y reviendrai dans la dernière vidéo. Ensuite, deuxième point capital, enfin grand B, il faut refonder la justice sociale avec des vrais services publics. Je vais prendre quelques exemples importants, je ne pourrais pas parler de tout. D'abord, retrouver la Sécu. Il faut supprimer la CSG, la CRDS, ça dégage un 13e mois au SMIC, et ces impôts rapportent plus de 100 milliards par an, l'équivalent du montant de la fraude et de l'évasion fiscale. Je vous laisse faire les mathématiques. Revenir à un salaire socialisé, financement de la Sécu par les cotisations sociales, les réinstaurer, en favorisant l'emploi par tous les moyens qu'on a vu à l'épisode 3, le pouvoir d'achat sera libéré et dès lors, les cotisations sociales n'auront aucun intérêt à servir de variable d'ajustement. Les cotisations patronales ne seront pas des charges, vu qu'on arrêtera les délocalisations, la pression ultralibérale de toujours moins, tout en libérant les entreprises de leur surimposition. C'est juste pas possible. Et oui, libérer la société du système d'argent dette, au total, ça aura un impact totalement phénoménal. Faut ensuite réformer le poste remboursement et dégrèvement dans le budget de l'État pour arrêter l'opacité et les magouilles de l'exécutif qui ne visent qu'à niquer la sécu. Les avantages, c'est quoi? En les supprimant, tous les citoyens, puisque leur assiette est très large, auront plus de revenus, plus de pouvoir d'achat, et l'État aura un excédent de TVA perçu grâce à la relance de la consommation et de l'emploi. Nous pourrons abonder la Sécu non en faisant payer les pauvres, mais avec les recettes tirées de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, mettre fin aux politiques obscures de tous bords. Nécessairement, alors, il faudra relancer l'emploi par la monnaie libre, la fin des délocalisations, les subventions aux entreprises nationales, les grands chantiers, les simplifications, modernisations, nationalisations, etc., par reprise des leviers de la souveraineté. Bref, là, il faudrait tout décrire de la saison 3, condensée, car tout est imbriqué. Donc j'en ferai un résumé plus tard. Ensuite, il faut aller vers la constitutionnalisation de la Sécu pour la rendre inattaquable. Et dès lors, refaire de la Constitution une vraie norme supérieure fondamentale. Et on verra ça dans la dernière vidéo. Sécurisation ensuite des sources de financement de la Sécu, en nettoyant la COS, Banque de la Sécurité Sociale, qui devra avoir à nouveau pour mission de gérer la trésorerie selon une logique saine, sans endettement sur les marchés, qui transforment, eux, les cotisations en produits spéculatifs. Puis il faudra créer un circuit de financement, comme pour le trésor public, en verrouillant avec transparence l'abondement de la sécurité sociale. Ensuite, il faudra virer la CADES, l'organisme chargé de payer la dette sociale que lui refourgue l'ACOS. Elle est satisfaite, elle ose affirmer dans son communiqué de presse de la CADES, par exemple, le 12 décembre 2017, que ces mécanismes de financement sont efficaces, car garantis par les ressources versées par la population française, qui sont stables, car basées sur les revenus d'activité moins cycliques que les revenus financiers. De qui se moque-t-on? Ensuite, il faut libérer l'UNEDIC, retrouver un véritable service public de l'emploi. Instaurer d'abord un taux de cotisation plus important à mesure que les politiques de l'emploi produiront des effets pour équilibrer les comptes peu à peu.
Et nécessairement, alors, il faut une relance de l'emploi, monnaie libre, fin des localisations, subventions, grands chantiers, simplification, modernisation, nationalisation, par reprise des leviers de la souveraineté. Pas de logique comptable ou de politique du chiffre également. Réforme du code du travail, simplification, c'est un grand bordel. Réinstaurer ensuite des indemnisations correctes, plafonner celles qui sont trop hautes et instaurer des indemnisations planchées, assouplir les conditions d'accès au régime d'indemnisation, simplifier les démarches administratives, renforcer et humaniser le suivi des chômeurs. Il ne s'agit pas de faire la chasse aux chômeurs, mais la chasse au chômage. Pas pareil, il faut une vraie politique de lutte contre le chômage, une politique de l'emploi. Plus de contrôle aussi et des peines sévères pour les fraudeurs. Si on vous donne plus d'un côté, on doit exiger plus. L'idée, c'est soyez rassurés, en cas de perte d'emploi, vous n'allez pas finir à la rue, l'État est bienveillant, mais en cas d'abus ou de fraude, la sanction tombera. L'État n'est pas mou. Et je ne le dis pas, mais il faudra faire également une bonne refonte de certains codes, sécu, travail, etc. Enfin bref. Les services publics territoriaux. Redéfinir clairement les compétences entre l'État et les collectivités territoriales, c'est le foutoir. Garantir le financement des collectivités territoriales par une augmentation de la dotation globale de financement et par de l'État et par une refonte des impôts locaux. Là aussi, c'est le bordel. Il faudra une réorganisation territoriale, éviter les millefeuilles administratifs et les angles morts, là aussi c'est le bordel, et dégager les petits parasites locaux. Ensuite, les services publics nationaux. D'abord, le service public de la justice. Il faut reconstruire ce levier de souveraineté, ce qui implique de retrouver également le pouvoir des juges de dire la loi, et de dire la loi en dernier ressort, en dénonçant la Convention européenne des droits de l'homme et ses traités ultralibéraux européistes, et qui n'ont d'ailleurs cessé par le biais de leur cour de justice de violer les traités des organes censés défendre cet intérêt communautaire, entre guillemets, n'arrêtent pas de violer les traités pour justement accroître l'emprise du parasite qu'il tisse sa toile. Il faudra faire aussi une réforme constitutionnelle pour libérer la justice de l'emprise du pouvoir exécutif et des idéologies, j'y reviendrai dans la dernière vidéo, des juridictions suprêmes de l'ordre juridique français au nom d'une vision erronée des droits de l'homme. Je renvoie aux vidéos que j'ai faites. Point capital, par exemple, la France a été condamnée à plusieurs millions d'euros pour avoir fouillé des prisonniers. Aberrante bien-pensance. Donc il faut dégager ce machin, idem pour la Cour de justice de l'Union européenne, qui a soumis les juges français entre 75 et 92, les contraignant à s'aligner, à respecter les normes ultralibertaires pondues par la Commission, comme la loi sur le secret des affaires par exemple. Éviter la mise en place aussi d'un parquet européen qui signe l'arrêt de mort de la justice, supprimer le mandat d'arrêt européen. On verra ça dans la vidéo sur l'état de droit. Il faut supprimer également les réformes honteuses de la justice, suppression des lois d'exception sécuritaire dans le droit commun qui abolissent le contrôle du juge en amont de la procédure administrative. Ces lois ont vocation à être exceptionnelles. Elles resteront l'exception. Sinon, c'est l'état de droit qui est l'exception. Supprimer la réforme liée à l'inspection générale de la justice en 2016. Réforme de la Constitution pour empêcher les empiétements du pouvoir exécutif, transformer le Parlement notamment, supprimer la réforme honteuse de la justice faite par le méprisant de l'arrêt public pour stopper la marche forcée vers l'inaccessibilité, l'opacité, la privatisation de l'ensemble. Il faut rendre cette justice indépendante de l'exécutif et des idéologies malsaines, indépendante des cours étrangères, et il faut qu'elle soit rapide, efficace, juste, avec pour ses juges non élus qui parlent au nom du peuple français, quand même, un contrôle citoyen et parlementaire que je développerai plus tard. Donc, réorganiser au niveau des objectifs, il faut une justice accessible aux justiciables, lisible, gratuite, rapide, juste, sans passe-droit pour les puissants et appliquée, dégager de l'idéologie droit de l'homiste bien pensante et au final inhumaine. Il faut donner pour cadre le respect du principe d'égalité de valeur des êtres humains qui demande à ce que les punis puissent continuer à satisfaire leurs besoins fondamentaux, c'est-à-dire physiques, physiologiques, affectifs, psychologiques, intellectuels et moraux, ce qui n'est en rien incompatible avec des prisons monastères sans télé, sans téléphone,
et qui n'est pas incompatible non plus avec la fouille des prisonniers, contrairement à ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, qui condamne la France pour ça. En revanche, la surpopulation des prisons, avec des prisonniers livrés à eux-mêmes, qui ne pourront jamais s'amender, mais au contraire, qui entrent alors en formation du crime, ça, c'est barbare. Je rajoute que ce principe d'égalité de valeur des êtres humains ne dispense pas de sévérité de peine. Bien au contraire, car la liberté, c'est le bon usage du libre arbitre bordel de merde qui doit se faire éduquer, rééduquer sévèrement aux besoins. Et dans cette société de culture d'avoir, de jouir, de paraître, du court terme et de la mort, il faut bien entendu mettre le paquet en termes de rééducation à la vie, à la fois avec sévérité, mais tout en respectant les besoins fondamentaux. On n'est pas mis en prison pour rester des bêtes ou en devenir de pire, mais pour s'amender. Il faut que ça fasse mal, mais sans détruire la personne. Et là, on fait vraiment tout le contraire aujourd'hui. Ensuite, il faudra donner, bien sûr, des moyens financiers, matériels et humains. 10 milliards, c'est que dalle pour ce levier de souveraineté. Regardez en vert le budget de l'État. En noir, la part des parasites apatrides qui nous taillent dans le budget et nous endettent. Et en vert foncé, la micro-portion, là, c'est pour la justice. 1%. On nous prendrait pas pour des cons des fois? Comment dès lors avoir une société de justice avec un tel budget? Et quand il n'y a pas de place en prison, les prisons étant saturées, elles n'offrent pas de garantie de maintien de la dignité nécessaire, et en même temps, avec ces conditions dégradées, elles ne peuvent en rien améliorer les personnes, au contraire. Et rien ne sert de condamner un coupable s'il n'a pas de place en prison. Il faut construire des prisons et des instituts spécialisés dans le traitement des pathologies. Beaucoup n'ont rien à faire dans les centres de détention classiques. Il faut vraiment se faire interner. Il faut donner les moyens nécessaires aux services pénitentiaires pour accomplir leur mission. Il faudra des peines plus longues et plus sévères. Il faut leur apprendre à vivre comme dans un monastère avec discipline et réflexion, sans distraction et non des centres de formation à la criminalité pour délinquants. Il faut des conditions de détention plus humaines et orientées vers la rééducation sociale. Et pour tout ça, bien entendu, il faut du pognon, d'où l'intérêt de dégager ces putains de parasites de la finance apatride. Tout est là. Une fois la peine effectuée, il faut avoir des hommes et des femmes reconstruits, ayant réellement payé leurs dettes envers la société. Je veux une société qui protège particulièrement les faibles, spécialement les femmes et les enfants. C'est le combat majeur et il sera multiforme. Fini les lois scélérates, fini les prescriptions. Non, on ne prescrit pas les crimes. C'est absurde, mais la contrepartie, c'est que la justice fasse son travail et qu'elle le fasse sans l'aboiement des médias ni les instrumentalisations. Il faut pacifier cette société malade, lui donner les moyens de s'apaiser et de guérir et la tourner vers le principe d'égalité de valeur des êtres humains. Une société civilisée, si elle respecte ce principe et cherche à le faire respecter par tous, c'est ça qui donne une société civilisée et qui respecte ce principe d'égalité de valeur des êtres humains et qui cherche à le faire respecter par tous. Sinon, elle est barbare. Ensuite, pour la police, il faut en finir avec la logique de marchandisation qui conduit à faire du chiffre et à déléguer cette mission régalienne fondamentale à des mercenaires privés. Donner ensuite beaucoup de moyens financiers, matériels et humains, revaloriser le métier pour encourager les vocations. Il y a plein de choses à dire aussi. Réorganiser les formations, les missions, les méthodes, les évaluations, les contrôles, notamment en réformant l'IGPN, les chaînes de commandement. Et l'idée, c'est de casser le continuum sécurité intérieure défense nationale qui conduit au concept de sécurité nationale, si attentatoire aux libertés menacées du fait des frontières passoires et qui est renforcé par tous les parasites institutionnels transnationaux, revoir aussi les chaînes de commandement, de dégager les racailles du haut aux manettes, de construire également des stratégies de sécurité intérieure fondées sur des formations de haute qualité, des équipements de dernier cri, sur la connaissance du terrain et des réseaux très larges orientés vers la pacification préventive envers les citoyens qui exercent leur liberté et la pacification massive répressive contre les racailles du bas. Il y aurait beaucoup à dire et tout est lié et tout ici est fait pour être explosif. La politique du logement, de la famille, la culture de la mort, les idéologies
taré, le choc religion-laïcité, les frontières passoires, le manque de pognon, le peu de vocation et de formation pour la police désarmée, les chaînes de commandement pourries, l'impunité pénale des mineurs, des prisons insuffisantes et sans moyens, des juges droits de l'homiste chochottes, pliés servilement devant des cours étrangères, l'absence de volonté politique d'assimilation des populations, l'exemplarité de racailles donnée par les gouvernants, les financements étrangers, les politiques migratoires insensées avec déstabilisation des pays d'origine dans des guerres illégales, l'instrumentalisation du terrorisme et des jeunes délinquants avec bourrage de crâne idéologique, pacte migratoire et mondialisme qui veut diluer les citoyennetés en important massivement des étrangers pour casser les États-nations, dernier rempart contre l'Empire. Faut faire le ménage à tous les niveaux, et sans ça, c'est l'insécurité, le chaos et la reprise en main de l'État par l'empire apatride qui se dit européen. Ensuite, lancer la réindustrialisation sur tout le territoire de tous les équipements et technologies utiles. Il faut du 100% français. Donc, au final, aiguiser la lame et l'utiliser à fond pour protéger les citoyens. Mais pour y arriver correctement, il faut restaurer en même temps un cadre économique et financier, social, militaire et institutionnel, juridique, démocratique, culturel et civique, le tout politique, qui soit correct. L'hôpital, maintenant, il faut en finir avec la logique de comptabilité privée également, la tarification T2A, tarification par activité, qui conduit à ne développer que des activités rentables, qui ne sont pas les plus utiles pour les patients, tout en exigeant d'eux de diminuer les coûts globaux. Pour rappel, la T2A votée en 2003 a mis 18 mois à être créée et 10 ans pour être mis en œuvre. On met l'argent avant l'humain. Des EHPAD qui permettent d'engraisser des milliardaires, c'est honteux. Il faudra éradiquer les conflits d'intérêts par des règles fortes et beaucoup de transparence, j'y reviendrai. Fini les autorisations de commercialiser des médicaments ou vaccins de merde. Il faut valoriser la recherche publique, il faut donner des moyens, il faut un cadre réglementaire fort pour les relations entre les laboratoires, les médecins, les organismes de santé publics et développer la recherche médicale publique, fiable et transparente, soutenir les entreprises françaises au lieu qu'elles aillent se financer à l'étranger, créer des pôles d'excellence. Il faut mettre en place aussi les outils juridiques et numériques indispensables. On ne peut tolérer des politiques de On ne peut tolérer également des politiques de déremboursement forcé des médicaments, des autorisations de commercialisation de centaines de médicaments nuisibles, inefficaces, dangereux mais juteux pour les profiteurs. On ne peut pas laisser nos enfants se faire injecter du poison avec une vaccination toxique, car juteuse financièrement, alors que la forme trivalente diphtérie, tétanos, poliomyélite est largement suffisante. On ne peut non plus laisser nos données personnelles pillées ou le secret médical bafoué, faute d'outils juridiques et numériques pour les protéger. On ne peut laisser tout ça repris en main par des multinationales. Je vous ai parlé tout à l'heure des parasites ultralibéraux qui déréglementent les secteurs. Vous allez avoir des conglomérats avec des avocats, des notaires, des huissiers, des médecins, etc. qui vont gérer entièrement votre vie, qui en auront l'entier contrôle. Il faut créer également des structures de soins utiles pour un bon maillage du territoire. C'est tout. Donner les moyens financiers, matériels et humains, les budgets en fonction des besoins et non en fonction de la gestion du flux à la minute pour créer bien sûr les postes utiles pour les services, pour créer les établissements de santé nécessaires aux besoins de la population, pour un bon maillage du territoire, et je rappelle qu'on a supprimé 100 000 lits d'hôpital au nom du dogme ultra-libertaré ces dernières années, et je rappelle que la santé, c'est un service public qui doit servir le public, à la ville comme à la campagne, partout sur le territoire, et qu'il faut faire passer l'humain avant toute autre considération. Est-ce que c'est dingue de rappeler ça ? Et que de se faire détrousser son système de soins pour enrichir les voleurs de la finance apatride, c'est pas acceptable, faut-il le rappeler. Dans un monde de fous, avec des politiques complètement tarées. Il faut une politique d'embauche, de formation, protéger le statut des personnels soignants. Il faut procéder à une réorganisation avec suppression des commissions et comités théodules et autorités administratives et indépendantes. L'État est responsable, il doit gérer, prendre des décisions, rendre des comptes.
Ce sont des institutions non élues, tout ça. Lancer la réindustrialisation sur le territoire de tous les équipements utiles pour la santé et mille autres choses. Je rappelle pour finir qu'en virant les seuls intérêts de la dette publique, par exemple en 2021, alors que le taux d'intérêt sont au plus bas et que nécessairement tout explosera quand ils remonteront, nous pourrions construire avec 38 milliards 500 hôpitaux et 8000 EHPAD, si besoin en était, enfin plus encore. Encore aussi 1000 choses à dire capitales, dans plein de domaines, pour la politique nataliste, le logement, le handicap, la sécurité intérieure, la recherche et développement, mais bon, pour tous c'est toujours la même idée, il faut dégager les parasites, qu'ils soient financiers, idéologiques, juridiques, politiques, etc. Et donner les moyens matériels, financiers et humains avec une bonne stratégie à la fois pour remplir la mission de l'État envers les citoyens sans exclusion, il n'est légitime qu'à ce titre, et surtout envers ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire qu'on doit aller vers une société civilisée au XXIe siècle, ce serait pas trop tôt. Enfin, l'école et l'enseignement supérieur. Dégager les parasites qui promeuvent la logique du marché, toujours la même idée. Le savoir est devenu un bien économique et un enjeu de marché. Faut-il rappeler qu'une école, ce n'est pas une fabrique de consommateurs et les établissements supérieurs ne sont pas des entreprises de production et de commercialisation du savoir. Il faut dégager le parasite d'argent-dette et les parasites ultralibéraux, libertaires et autres idéologies malsaines et leurs trolls pour libérer l'école et pouvoir la reconstruire. Il faut créer les conditions d'abord matérielles pour un enseignement optimal qui répondent utilement aux besoins. Il faut réorganiser et investir pour les rénovations de bâtiments, les constructions, la réduction des effectifs par classe, revalorisation des salaires des personnels, renouveler l'orientation, les passerelles, l'organisation des prises de décision. Il faut simplifier la vie et non pas l'empêcher. On pourrait même imaginer de créer une monnaie particulière applicable à l'enseignement, une monnaie libre, numérique, avec un compte enseignant pour chaque enfant dès l'école maternelle jusqu'en terminale, abondé régulièrement en fonction de plusieurs paramètres à choisir, des années d'études, de ses notes, de son assiduité, pour valoriser cette création de valeur immatérielle au service de la France, au point de vue donc de la société, et qui servent également de juste récompense pour l'élève et sa famille, au point de vue personnel, familial donc, grâce à laquelle il pourra s'offrir les études qu'il souhaite en transformant son capital en monnaie nationale, par exemple. Je vous laisse imaginer tous les systèmes qui peuvent être mis en place. Comme dans tout domaine, les possibilités sont immenses. Mais aujourd'hui, on s'auto-sclérose collectivement avec la soumission à la dette et personnellement, intellectuellement, par la soumission de notre imagination à une fausse réalité qu'on nous assène de loin en large, de jour en jour, pour mieux nous laisser en esclavage. Je rappelle, l'argent n'est pas la richesse, il est une ressource collective qui doit être mise en adéquation avec la richesse réelle, matérielle et immatérielle créée, sans le système d'argent-dette donc, et avec une monnaie libre, on devient libre, on peut faire. Et après, il faut faire aussi intelligemment, et ça, faut en débattre. Quelques exemples pour tout ça. Les intérêts de la dette pour 2020, 38 milliards et quelques d'euros. Avec cette somme, nous pourrions construire d'un coup, s'il en était besoin, bien sûr, plus de 1800 crèches. Une crèche coûte 1,5 million d'euros. Plus de 1800 groupes scolaires, un groupe scolaire, école maternelle, élémentaire, centre socio-culturel, et tout ça coûte 4,5 millions d'euros. 1800 collèges, au coût unitaire, bien sûr, de 12 millions d'euros, et 1800 instituts éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques, un institut coûtant 2 millions d'euros. On peut faire tellement de choses avec. Il faut donc dégager les parasites. Il faut créer les conditions également immatérielles pour un enseignement optimal. Protéger l'innocence des enfants, c'est la première des choses à faire. Redéfinir également les axes d'enseignement. Par exemple, une circulaire de 2002 impose d'apprendre l'histoire sans les événements. On en est là. Virer les idéologies malsaines fondées sur l'apparence, sur l'anachronisme, sur la haine de la France ou la simplification orwellienne du langage pour orienter l'ensemble vers la justice, éduquer à la vérité de quoi? À la vérité du principe d'égalité et de valeur des êtres humains et à la liberté responsable, qui est le bon usage
du libre arbitre, qui est bon que s'il ne viole pas le principe d'égalité de valeur des êtres humains, et qui ne peut être jugé, l'être humain, que sur ses actes et non pas ceux de ses aïeux ou de sa famille. La responsabilité est personnelle et ça, c'est le fondement d'une société de droit juste. Il faut éduquer aussi à la nation, qui est le seul cadre qui permet de faire vivre le principe d'égalité et de valeur des êtres humains et qui a produit historiquement le consentement des gouvernés et de gouverner et l'état de droit. L'histoire ne peut se lire en vérité que comme l'affrontement nation contre empire, comme j'ai expliqué. Alors il y a des nuances bien sûr, et ça faut le comprendre. Ensuite, il faut libérer l'école, il faut préserver l'indépendance des enseignants-chercheurs et la garantir, j'y reviendrai, et mille autres choses. Tout ça, c'est assez général et incomplet, c'est vrai, mais c'est les grands axes. Et c'est déjà beaucoup trop long. Merci de votre écoute, à la prochaine.